Dans le bourdonnement feutré d'un Boeing 737, où l'odeur du café tiède se mêle au murmure des passagers, un drame se prépare, prêt à éclater comme une tempête dans un ciel d'azur. Antoine Dubois, un homme de 40 ans, un vétéran français d'origine camerounaise, n'aurait jamais imaginé que ce vol, un simple trajet de Paris à Marseille, deviendrait le théâtre d'une injustice si criante qu'elle ferait trembler les consciences. Grand, les épaules larges marquées par des années de service militaire, Antoine porte sur son visage une sérénité forgée dans les épreuves. Ses yeux, d'un brun profond, reflètent une histoire de combat, non seulement sur les champs de bataille d'Afrique et du Moyen-Orient, mais aussi dans les rues de France, où sa couleur de peau a trop souvent été un fardeau. Ce jour-là, il n'est qu'un passager parmi d'autres, épuisé par un week-end de retrouvailles avec d'anciens camarades de régiment, mais impatient de rentrer chez lui, dans son petit appartement du quartier de la Joliette, où l'attendent une tasse de thé fumante et le calme de la mer au loin. Il s'installe à son siège, le 12A, côté fenêtre, range son sac à dos dans le compartiment supérieur avec la précision d'un homme habitué à l'ordre, et pousse un soupir discret, prêt à sombrer dans ses pensées. Dehors, le soleil couchant peint des reflets dorés sur les ailes de l'avion, et tout semble paisible, presque trop parfait. Mais dans cet univers confiné à 30 000 pieds d'altitude, où les apparences de civilité masquent parfois des tensions sourdes, un incident banal va bientôt se transformer en un scandale qui secouera les cœurs et les esprits, non seulement en France, mais bien au-delà. Autour d'Antoine, la cabine s'anime doucement. À quelques rangées de là, Claire Beaumont, une étudiante en arts plastiques de 22 ans, ajuste ses écouteurs, son carnet de croquis ouvert sur les genoux. Ses cheveux châtains tombent en mèches désordonnées sur son visage, et ses yeux curieux balaient de la cabine, captant chaque détail comme si elle cherchait l'inspiration pour son prochain projet. Claire, originaire de Lyon, est une âme sensible, toujours prompte à s'indigner face à l'injustice, mais encore hésitante à s'imposer dans un monde qu'elle trouve parfois trop brutal. À l'inverse, Julien Morel, un homme d'affaires d'une trentaine d'années, assis au siège d'IC, incarne une froide efficacité. Costume impeccable, ordinateur portable déjà ouvert, il tape frénétiquement sur son clavier, indifférent au balai des passagers qui s'installent. Julien, parisien pure souche, est de ceux qui préfèrent éviter les conflits, mais son sens de l'équité, bien qu'enfoui sous des années de pragmatisme, pourrait être ébranlé par ce qui va suivre. Ces deux âmes, si différentes, seront bientôt les témoins involontaires d'un événement qui les marquera à jamais, les obligeant à questionner leur place dans une société où le pouvoir peut si facilement déraper. Le vol est presque prêt à décoller. Les hôtesses de l'air passent dans les allées, vérifiant les ceintures et les compartiments à bagages. Parmi elles, Élodie Martin, une femme d'une trentaine d'années, se distingue par son attitude rigide. Son uniforme bleu marine est impeccable, ses cheveux blonds tirés en un chignon sévère, mais son regard, dur et scrutateur, trahit une impatience mal contenue. Élodie, issue d'une petite ville de Normandie, a gravi les échelons dans une compagnie aérienne réputée, mais elle porte en elle une tension palpable, comme si chaque interaction avec un passager était un défi à son autorité. Lorsqu'elle s'arrête près du siège d'Antoine, quelque chose dans son expression change. Peut-être est-ce la stature imposante de cet homme noir, peut-être est-ce une méfiance instinctive, mais son ton, lorsqu'elle s'adresse à lui, est aussi tranchant qu'un éclat de verre. « Monsieur, votre sac bloque l'allée, vous devez le ranger correctement. » Sa voix, haute et autoritaire, perce le murmure ambiant, attirant l'attention de quelques passagers à proximité. Antoine, surpris, lève les yeux. Son sac, un simple sac à dos en toile kaki, est déjà bien rangé dans le compartiment au-dessus, calé entre deux valises. Il fronce légèrement les sourcils, non pas par défi, mais par incompréhension. « Madame, le sac est déjà rangé, » répond-il calmement, sa voix grave portant la retenue d'un homme habitué à garder son sang-froid. Il a vu bien pire que cela. Des tirs d'artillerie, des nuits sans sommeil dans le désert, des regards hostiles dans les rues de banlieue. Une simple remarque d'hôtesse ne devrait pas l'ébranler. Mais il sent, dans l'insistance d'Élodie, quelque chose de plus sombre, une animosité qui n'a rien à voir avec un sac mal rangé. « Je peux vérifier si vous voulez », ajoute-t-il, toujours courtois, espérant désamorcer la situation.
Mais Élodie ne bouge pas. Ses lèvres se pincent et ses yeux se rétrécissent, comme si la politesse d'Antoine était une provocation. « Ce n'est pas une suggestion, monsieur, c'est une règle. Rangez-le, maintenant. » À cet instant, le temps semble ralentir. Claire, qui a retiré un écouteur, observe la scène, son crayon suspendu au-dessus de son carnet. Julien, agacé par l'interruption, lève les yeux de son écran, fronçant les sourcils. Dans la cabine, quelques têtes se tournent, curieuses ou mal à l'aise. Antoine, conscient des regards qui convergent vers lui, sent une chaleur familière monter dans sa poitrine. Non pas la peur, mais une indignation naissante. Il sait, par expérience, que ce genre de moment peut basculer rapidement. En France, où les tensions raciales couvent sous une façade d'égalité, il a appris à naviguer ces eaux troubles. Mais ici, dans l'espace confiné d'un avion, où chaque mot et chaque geste sont amplifiés, il n'a nulle part où se retirer. « Madame, reprend-il, sa voix toujours mesurée mais ferme, je vous assure que tout est en ordre. Si vous voulez, je peux ouvrir le compartiment pour vous montrer. » Il se lève à moitié, prêt à prouver sa bonne foi, mais Élodie recule d'un pas, comme s'il représentait une menace. Ce geste, si subtil soit-il, est comme une étincelle sur de l'essence. « Ne vous levez pas », lance-t-elle, plus fort cette fois, attirant l'attention de toute la cabine. Le silence s'installe, pesant, seulement troublé par le ronronnement des moteurs. Claire, instinctivement, sort son téléphone, ses doigts tremblants activant la caméra. Julien, mal à l'aise, referme son ordinateur, sentant que quelque chose de grave se prépare. Antoine, lui, reste figé, ses mains visibles sur les accoudoirs, un réflexe appris lors de trop nombreuses rencontres avec des autorités promptes à juger. « Je ne fais rien de mal, » dit-il, sa voix plus basse maintenant, presque un murmure, mais chaque mot est chargé d'une dignité inébranlable. « Je veux juste m'installer et rentrer chez moi. » Mais Élodie n'écoute pas. Ou plutôt, elle choisit de ne pas entendre. Dans son regard, il y a quelque chose de plus qu'une simple irritation, une volonté de dominer, de réaffirmer son pouvoir dans cet espace où elle se sent souveraine. Elle attrape son talkie-walkie et ses mots, prononcés avec une froideur clinique, résonnent comme une sentence. « Sécurité, nous avons un problème au siège 12A, demande d'assistance immédiate. » Le mot « problème » frappe Antoine comme un coup de poing. Un problème, lui, pour avoir répondu calmement à une accusation infondée? Son cœur s'accélère, non pas de peur, mais d'une colère qu'il a appris à contenir depuis l'enfance. Il pense à son père, un immigré camerounais qui lui répétait « Mon fils, dans ce pays, tu devras toujours être 2 fois plus patient, 2 fois plus poli. » Mais à cet instant, cette patience est une chaîne qu'il sent prête à se briser. Les passagers autour commencent à murmurer. Certains, comme Claire, sont choqués par la disproportion de la situation. D'autres, plus éloignés, échangent des regards perplexes, se demandant ce qu'Antoine a bien pu faire pour mériter une telle escalade. Julien, lui, sent une pointe de culpabilité. Il sait que quelque chose ne va pas, que cet homme est injustement visé, mais il hésite. Intervenir, c'est risquer de se compliquer la vie, de rater sa réunion à Marseille, de devenir une cible à son tour. Pourtant, il ne peut s'empêcher de parler. « Excusez-moi, » dit-il, se levant à moitié, sa voix hésitante mais claire. « Il n'y a aucun problème ici, son sac est rangé. On peut tous se calmer, non ?» Élodie le foudroie du regard, comme s'il avait osé défier son autorité. « Monsieur, restez en dehors de ça, » rétorque-t-elle sèchement, avant de se tourner vers l'allée, où 2 agents de sécurité approchent déjà. Les 2 hommes, en uniforme noir, portent des badges luisants et des expressions impassibles. L'un d'eux, un colosse au crâne rasé, s'adresse directement à Antoine. « Monsieur, vous devez quitter l'avion. » Sa voix est monocorde, dépourvue d'empathie, comme s'il récitait un script appris par cœur. Antoine sent le sol se dérober sous lui. Quitter l'avion? Pourquoi? Il lève les mains lentement, un geste de reddition instinctive, montrant qu'il n'est pas une menace. « Je n'ai rien fait de mal, » dit-il, sa voix tremblant légèrement, non pas de peur, mais d'une rage qu'il peine à contenir. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi je dois partir?
Mais l'agent ne répond pas. Il répète, plus fort. Sortez maintenant, ou nous devrons vous escorter de force. Merci bien, dit pas. À cet instant, Claire, le cœur battant, filme discrètement, son téléphone dissimulé derrière son carnet. Elle sait que ce qu'elle capture est crucial, une preuve d'une injustice qu'elle ne peut laisser passer. Julien, lui, sent la colère monter. C'est ridicule, lance-t-il, plus fort cette fois, attirant l'attention des autres passagers. Cet homme n'a rien fait, vous ne pouvez pas le traiter comme ça. Mais les agents l'ignorent, leur regard fixé sur Antoine, comme s'il était le seul obstacle à l'ordre de leur univers. Élodie, debout derrière eux, croise les bras, un éclat de triomphe dans les yeux, comme si elle avait remporté une bataille personnelle. Antoine, acculé, sait qu'il n'a pas d'autre choix. Résister, c'est risquer une violence physique, une humiliation encore plus grande. Il se lève lentement, ses mouvements délibérés, sa dignité intacte malgré la tempête qui fait rage en lui. « D'accord, » murmure-t-il, sa voix rauque. « Je vais sortir, mais ce n'est pas fini. » Les agents l'encadrent, l'un d'eux posant une main ferme sur son bras, un geste qui, bien que léger, brûle comme une insulte. Alors qu'il le guide vers la sortie, Antoine sent les regards des passagers peser sur lui, certains curieux, d'autres gênés, mais aucun ne parle. Le silence est assourdissant, une trahison collective qui le coupe plus profondément que les mots d'Élodie ou l'autorité des agents. Claire, les larmes aux yeux, continue de filmer, capturant chaque seconde de cette indignité. Julien, lui, se rassied, le visage rouge de frustration, jurant intérieurement de ne pas laisser cela passer. Dans l'allée, Antoine marche, la tête haute, mais chaque pas est une lutte pour contenir la fureur qui menace de l'engloutir. Il pense à ses années dans l'armée, aux médailles qu'il a gagnées, aux sacrifices qu'il a faits pour un pays qui, à cet instant, le traite comme un étranger, un intrus, un criminel. Il pense aux regards qu'il a croisés dans sa vie, ces regards qui jugent avant de connaître, qui condamnent avant d'écouter. Et il pense à sa mère, restée au Cameroun, qui lui écrivait « Sois fort, mon fils, le monde n'est pas juste, mais tu peux l'être. » Lorsqu'il atteint la porte de l'avion, un courant d'air froid du couloir d'embarquement le frappe comme une gifle. Derrière lui, la porte se referme avec un claquement sourd, un son qui résonne comme la fin d'un chapitre, mais aussi comme le début d'une guerre. Antoine se tient dans le couloir désert, son sac à dos toujours à bord, sa dignité piétinée, mais sa résolution intacte. Il serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, et murmure pour lui-même. Ils vont payer pour ça. À cet instant, il ne sait pas encore que la vidéo de Claire, déjà téléchargée sur son cloud, est sur le point d'embraser les réseaux sociaux, que son histoire deviendra un cri de ralliement, que des milliers de voix, de Paris à Marseille, de Lyon à Bordeaux, se lèveront pour exiger justice. Mais il sait une chose, il ne restera pas silencieux. Cette injustice, cette humiliation, ne sera pas la fin de son histoire. C'est le début d'une bataille pour sa dignité, pour celle de tous ceux qui, comme lui, ont été jugés, condamnés, arrachés à leur place par un système qui refuse de les voir comme des égaux. Dans la cabine, le silence persiste, mais il est maintenant chargé d'une tension nouvelle. Claire, le souffle court, range son téléphone, ses mains tremblantes. Elle sait qu'elle vient de capturer quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui pourrait changer des vies. Julien, lui, fixe la porte fermée, la colère et la honte se disputant en lui. Il pense à toutes les fois où il a détourné le regard, où il a choisi le confort plutôt que le courage. Pas cette fois, se promet-il. Pas cette fois. Et dehors, dans le couloir d'embarquement, Antoine Dubois, seul mais pas brisé, fait un pas vers l'inconnu, porté par une rage qui, bientôt, fera trembler les fondations d'un système trop longtemps intouchable. La tempête est là, et elle ne fait que commencer. Dans l'éclat brutal des néons du couloir d'embarquement, Antoine Dubois, encore sous le choc, sent une flamme s'allumer en lui, une colère si vive qu'elle pourrait consumer tout sur son passage. La porte de l'avion s'est refermée derrière lui, mais l'écho de cette humiliation résonne comme un tambour de guerre.
À peine quelques minutes ont suffi pour transformer un simple vol de Paris à Marseille en un cauchemar, où sa dignité, forgée par des années de service militaire et de combats intérieurs contre les préjugés, a été piétinée par une hôtesse de l'air, Élodie Martin, et 2 agents de sécurité armés d'une autorité aveugle. Mais ce que ni Élodie ni la compagnie aérienne ne savent encore, c'est que la vidéo tournée par Claire Beaumont, cette étudiante discrète du siège 14B, est déjà en train de se propager sur les réseaux sociaux, comme une étincelle tombant sur une plaine asséchée. De Paris à Lyon, de Bordeaux à Strasbourg, les écrans s'illuminent, les cœurs s'embrasent, et la France entière commence à murmurer, puis à crier « Justice pour Antoine !» Cette colère, si familière dans un pays où l'égalité est un idéal souvent trahi, devient un raz-de-marée, une vague prête à balayer les silences complices et les excuses creuses. Antoine, un vétéran noir de 40 ans, n'est plus seulement un homme injustement arraché à son siège. Il est le symbole d'une lutte qui dépasse les frontières d'un avion, une lutte qui trouve un écho profond dans l'âme française, où la révolte contre l'injustice est une vieille compagne. À peine sorti du couloir d'embarquement, Antoine s'effondre sur un banc en plastique, son souffle court, ses poings serrés. L'aéroport Charles de Gaulle, avec son agitation incessante, semble indifférent à son sort. Les voyageurs passent, tirant leurs valises, jetant à peine un regard à cet homme grand, au visage marqué par une rage contenue. Mais Antoine ne se laisse pas engloutir par le désespoir. Il sort son téléphone, les mains tremblantes, et compose le numéro de Sophie Lefebvre, une avocate qu'il a rencontrée il y a des années lors d'un gala de soutien aux vétérans. Sophie, une femme d'une 50aine d'années, est connue dans les cercles parisiens pour son tempérament de feu et son engagement inflexible contre les abus de pouvoir. Originaire de Toulouse, elle a grandi dans une famille ouvrière, où l'on parlait de justice autour de la table comme d'un pain à partager. Lorsque Antoine lui raconte d'une voix rauque ce qui vient de se passer, l'accusation absurde d'Élodie, l'intervention brutale des agents, le silence des passagers, Sophie l'écoute sans l'interrompre, mais il peut presque entendre la colère monter en elle. « Antoine, » dit-elle enfin, sa voix claire comme un coup de clairon, « ce qu'ils t'ont fait est inacceptable. Nous allons nous battre, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui subissent ce genre d'injustice. Reste fort, je m'occupe de tout. » Ces mots, simples mais chargés d'une promesse, sont comme une bouée dans la tempête. Antoine raccroche, le cœur lourd mais résolu. Il ne sait pas encore que, à des kilomètres de là, son histoire est sur le point de devenir un cri de ralliement. Pendant ce temps, à bord de l'avion, l'atmosphère reste lourde. Claire, encore secouée, transfère la vidéo sur son cloud, le cœur battant à l'idée de ce qu'elle vient de capturer. Elle sait que ces images, Antoine, calme et digne, traîné comme un criminel, ont le pouvoir de changer les choses. Mais elle hésite. Publier cette vidéo, c'est s'exposer, risquer des représailles. Elle pense à sa mère, une infirmière à Lyon, qui lui a toujours dit « Fais ce qui est juste, même si ça fait peur. » Prenant une profonde inspiration, Claire télécharge la vidéo sur Twitter, accompagnée d'un message simple. « Cet homme n'a rien fait. Pourquoi l'ont-ils traité ainsi? Justice pour Antoine. » Elle appuie sur « Envoyer » et le monde bascule. En quelques minutes, la vidéo est retweetée des dizaines, puis des centaines de fois. À Paris, un étudiant en droit la partage avec ses camarades. À Marseille, une serveuse dans un café la montre à ses collègues. À Lille, un professeur d'histoire la projette à ses élèves, déclenchant un débat enflammé. La France, avec sa passion pour les causes justes et sa méfiance envers les abus d'autorité, s'empare de l'histoire d'Antoine comme d'un étendard. Julien Morel, l'homme d'affaires qui avait tenté d'intervenir, est lui aussi marqué par l'incident. Assis dans l'avion, il ne peut se concentrer sur son travail. Les images d'Antoine, menottées par le regard d'Élodie et l'indifférence des agents, tournent en boucle dans son esprit. Julien, habitué à naviguer dans un monde où l'efficacité prime sur l'émotion, se sent coupable. Pourquoi n'a-t-il pas insisté? Pourquoi n'a-t-il pas forcé les agents à écouter? En atterrissant à Marseille, il découvre la vidéo de Claire sur son fil Twitter. Sans hésiter, il la partage, ajoutant « J'étais là. Cet homme était innocent. Honte à cette compagnie aérienne. »
Ce geste si inhabituel pour un homme comme lui marque un tournant. Julien, qui a toujours évité les vagues, décide de contacter Sophie Lefebvre, offrant de témoigner. « Je ne peux pas rester silencieux », lui dit-il lors d'un appel tardif. Ce qui s'est passé n'était pas juste. Sophie, impressionnée par ce revirement, accepte son aide, voyant en lui un allié inattendu. À Paris, un autre acteur entre en scène, Amadou Diallo, un journaliste indépendant d'origine sénégalaise, connu pour ses enquêtes sur les discriminations en France. Amadou, la trentaine, est un homme mince aux lunettes rondes, dont la plume acérée a déjà fait trembler des institutions. Lorsqu'il tombe sur la vidéo d'Antoine, il sent une colère familière monter en lui. Lui-même a connu les regards suspicieux, les contrôles aux faciès, les remarques insidieuses. Il contacte Claire via Twitter, lui demandant l'autorisation d'utiliser sa vidéo pour un article. Claire, d'abord intimidée, accepte, à condition qu'Amadou protège son identité. « Je veux que la vérité sorte », lui écrit-elle, « mais j'ai peur des conséquences. » Amadou, habitué à naviguer dans ces eaux troubles, la rassure. Il commence à creuser, contactant des sources au sein de la compagnie aérienne, fouillant dans le passé d'Élodie Martin, cherchant des précédents d'incidents similaires. Ce qu'il découvre est troublant. Plusieurs plaintes pour comportements discriminatoires ont été déposées contre Élodie, toutes étouffées par la compagnie. Amadou sent qu'il tient une bombe, mais il sait qu'il doit agir avec prudence. Pendant ce temps, la colère du peuple s'intensifie. À l'aéroport Charles de Gaulle, un groupe d'étudiants organise une manifestation spontanée, brandissant des pancartes où l'on peut lire « Justice pour Antoine » et « Non au racisme dans les airs ». Les images de la foule, relayées par les chaînes d'information, enflamment les débats. Sur les plateaux télévisés, des chroniqueurs s'affrontent. Certains, comme un éditorialiste conservateur, insinuent qu'Antoine a peut-être provoqué l'incident, que son attitude était menaçante. Mais ces voix sont vite noyées par l'indignation populaire. À Lyon, une association de défense des droits humains organise une veillée où des bougies forment le mot « justice » sur une place publique. À Bordeaux, des artistes graffent le visage d'Antoine sur un mur, accompagné du slogan « Un vétéran, pas un criminel ». La France, avec son histoire de révolte, des barricades de 1968 aux Gilets jaunes, retrouve son souffle contestataire. Cette colère n'est pas seulement pour Antoine, elle est pour tous ceux qui, dans les banlieues, les bureaux, les transports, ont senti le poids d'un système qui juge avant d'écouter. Antoine, retranché dans son appartement à Marseille, suit l'explosion de son histoire avec un mélange d'espoir et de douleur. Chaque notification sur son téléphone, message de soutien, article de presse, invitation à des interviews, est une piqûre, un rappel de l'humiliation qu'il a subie. Il revoit le regard d'Élodie, cette froideur qui semblait dire « Tu n'as pas ta place ici ». Il revoit les agents, leurs mains sur ses bras, le traînant comme un vulgaire délinquant, et il revoit les passagers, leur silence, ce mur d'indifférence qui l'a blessé plus que tout. Mais parmi les messages, il y en a un qui le touche particulièrement. Une femme, Madame Leclerc, une retraitée qui était assise au siège 15D, lui écrit « Monsieur Dubois, j'étais dans l'avion. Vous n'avez rien fait de mal. Cette hôtesse a tout inventé. Je suis prête à témoigner pour vous. » Ce message, simple mais sincère, est comme une lumière dans l'obscurité. Antoine transmet le contact de Madame Leclerc à Sophie, qui voit dans ce témoignage une pièce clé pour leur dossier. Sophie, de son côté, travaille sans relâche. Dans son bureau du 11e arrondissement, entourée de piles de documents et de tasses de café froid, elle construit une stratégie. Elle sait que la compagnie aérienne, sentant la pression monter, va tenter de désamorcer la situation avec une excuse publique et une offre financière. Mais Sophie n'est pas là pour négocier des compromis tièdes. Elle veut une victoire, une vraie, une qui forcera la compagnie à revoir ses pratiques, à former son personnel, à reconnaître publiquement ses torts. Elle contacte Amadou, lui demandant de partager ses découvertes sur Élodie et la compagnie. « Nous devons frapper fort », lui dit-elle lors d'un appel crypté. Ils pensent qu'ils peuvent étouffer cette affaire comme les autres. Ils se trompent. Amadou, galvanisé, rédige un article explosif intitulé « Vol 342, l'injustice à 30 000 pieds ». Publié sur un site d'information indépendant, l'article devient viral,
ajoutant de l'huile sur le feu de l'indignation publique. La compagnie aérienne, acculée, publie un communiqué laconique. Nous sommes conscients de l'incident sur le vol 342 et menons une enquête interne. Nous nous engageons à coopérer pleinement avec les autorités. Ces mots, froids et bureaucratiques, sont une gifle pour ceux qui exigent des comptes. Sur Twitter, le hashtag #BoycottAirFrance commence à circuler, accompagné de récits d'autres passagers ayant subi des traitements similaires. Une femme raconte avoir été humiliée pour avoir parlé arabe au téléphone. Un homme décrit comment il a été fouillé sans raison apparente à l'embarquement. Ces histoires, longtemps enfouies, remontent à la surface, formant un chœur de voix qui refuse de se taire. À Marseille, Antoine lit ses témoignages, et chaque mot est une confirmation. Il n'est pas seul. Sa lutte est celle de milliers d'autres, de tous ceux qui, dans l'ombre, ont été écrasés par le même système. Mais la compagnie ne reste pas inactive. Dans une tentative de limiter les dégâts, elle place Élodie Martin en congé administratif, une décision annoncée avec une fausse solennité. Cette mesure, loin de calmer les esprits, attise la colère. Un congé? S'indigne un manifestant à Paris, sa voix amplifiée par un mégaphone. Elle devrait être licenciée. Les réseaux sociaux s'enflamment, et la pression sur la compagnie devient intenable. Sophie, flairant l'opportunité, organise une conférence de presse devant le siège de la compagnie, à Roissy. Antoine, malgré sa réticence à s'exposer, accepte d'y participer. Debout aux côtés de Sophie, face à une forêt de micros et de caméras, il prend la parole pour la première fois depuis l'incident. « Je ne suis pas ici pour moi seul, dit-il, sa voix grave résonnant dans l'air frais du matin. Je suis ici pour tous ceux qui ont été humiliés, jugés, rejetés à cause de leur apparence, de leur origine. Ce qui m'est arrivé n'est pas un accident. C'est le symptôme d'un système qui doit changer. » Les applaudissements de la foule, ponctués de cris de « justice », sont comme un baume sur ses blessures. Mais la bataille est loin d'être gagnée. Dans l'ombre, la compagnie prépare sa défense. Des avocats d'entreprise contactent Sophie, proposant une somme d'argent conséquente en échange d'un accord de confidentialité. « Dites à votre client de réfléchir », murmure l'un d'eux lors d'un appel. Cette affaire pourrait ruiner sa réputation. Sophie, indignée, rejette l'offre sans même consulter Antoine. « Ils pensent qu'ils peuvent acheter notre silence », dit-elle à son client, les yeux brillants de détermination. « Mais ils ne comprennent pas qui nous sommes. » Antoine, assis en face d'elle, hoche la tête. Il sait que l'argent ne peut effacer l'humiliation, ni changer un système qui permet à des Élodie Martin de prospérer. Il pense à sa fille, Aïssa, âgée de 10 ans, qui l'attend à Marseille. Que dirait-elle si son père abandonnait? « On continue, » dit-il simplement, et Sophie sourit, reconnaissant en lui un homme prêt à aller jusqu'au bout. À ce moment, une nouvelle voix se joint à la lutte. Madame Leclerc, la retraitée du siège 15D, contacte Amadou pour offrir un témoignage détaillé. Dans une interview enregistrée, elle décrit la scène avec une précision bouleversante. Cet homme était calme, respectueux. L'hôtesse l'a provoqué sans raison. Et les agents, ils n'ont même pas essayé de comprendre. Ce témoignage, diffusé sur une chaîne nationale, donne un nouveau souffle à la campagne pour Antoine. Les médias, jusque-là prudents, commencent à prendre position. Un éditorial dans Le Monde appelle à une réforme des pratiques des compagnies aériennes. Une émission sur France 2 consacre un débat entier à l'affaire, où des militants, des avocats et des citoyens ordinaires s'unissent pour dénoncer les discriminations systémiques. La France, avec sa tradition de débat public et de contestation, se mobilise comme rarement. Antoine, au cœur de cette tempête, sent le poids de cette responsabilité. Chaque soir, il lit les messages qui affluent. Une mère de banlieue qui raconte comment son fils est harcelé par la police. Un étudiant qui partage son expérience de racisme à l'université. Une femme qui dit avoir pleuré en voyant la vidéo. Ces voix, si différentes, ont un point commun. Elles refusent de se taire. Antoine, épuisé mais déterminé, sait qu'il ne peut pas les décevoir. Il pense à la devise de son régiment, « Honneur et courage ». Ces mots, gravés dans son cœur,
le portent à travers les nuits blanches, les doutes, les attaques. Car oui, il y a des attaques. Sur les réseaux, des trolls anonymes le traitent de victime professionnelle, l'accusant d'exagérer. Un chroniqueur télévisé, connu pour ses provocations, insinue qu'Antoine a cherché le conflit. Ces voix, bien que minoritaires, sont comme des aiguilles, piquant là où la peau est la plus fine. Mais Antoine, soutenu par Sophie, Amadou, Claire, Julien et des milliers d'inconnus, refuse de plier. Alors que le chapitre se clôt, Antoine se tient sur le balcon de son appartement, regardant la mer scintiller sous la lune. La colère qu'il a consumée dans le couloir d'embarquement s'est transformée en quelque chose de plus grand. Une mission. Il sait que la route sera longue, que la compagnie aérienne et les autorités ne céderont pas facilement. Mais il sait aussi qu'il n'est pas seul. Derrière lui, un peuple se lève, des voix s'unissent, des poings se serrent. La vidéo de Claire, le témoignage de Madame Leclerc, l'article d'Amadou, la détermination de Sophie, la révolte de la foule. Tout cela forme une armée, une force que nul ne peut ignorer. Et quelque part, dans un bureau anonyme, les dirigeants de la compagnie aérienne commencent à sentir la chaleur de ce feu qu'ils ont allumé sans le vouloir. La bataille pour la justice est engagée, et Antoine Dubois, un vétéran devenu symbole, est prêt à la mener jusqu'au bout. Sous les projecteurs aveuglants d'un plateau de télévision, Antoine Dubois, l'homme dont le nom est désormais sur toutes les lèvres en France, se tient droit, le cœur battant comme un tambour de guerre. Quelques mois seulement se sont écoulés depuis ce vol maudit de Paris à Marseille, où une accusation absurde d'une hôtesse, Élodie Martin, et l'intervention brutale de 2 agents de sécurité ont transformé un trajet banal en un scandale national. Mais ce soir, dans les studios de France Télévisions, Antoine n'est plus seulement une victime. Il est une voix, un symbole, un porte-étendard pour tous ceux qui, dans l'ombre des banlieues, des bureaux ou des transports, ont senti le poids écrasant de l'injustice. La vidéo tournée par Claire Beaumont, cette étudiante qui a osé capturer l'indignité, a enflammé les réseaux sociaux, de Paris à Nice, de Lille à Toulouse. Les manifestations, les articles d'Amadou Diallo, les témoignages comme celui de Madame Leclerc et l'acharnement de l'avocate Sophie Lefebvre ont fait d'Antoine un héros malgré lui. Ce soir, face à une nation qui retient son souffle, il s'apprête à transformer sa douleur en un cri qui résonnera bien au-delà des frontières d'un studio. La France, avec sa passion pour la justice et son histoire de révolte, écoute, prête à se lever ou à juger. Mais Antoine sait une chose, il ne reculera pas. Cette bataille, c'est la sienne, mais c'est aussi celle de millions d'autres, et il est déterminé à la mener jusqu'au bout, coûte que coûte. Le plateau est un espace froid, presque clinique, avec ses murs noirs et ses caméras qui bourdonnent comme des insectes. La présentatrice, Camille Delacroix, une journaliste respectée pour son franc-parler, ajuste ses lunettes et fixe Antoine avec un mélange de compassion et de curiosité. À 45 ans, Camille a couvert des crises politiques, des manifestations étudiantes, des scandales financiers, mais l'histoire d'Antoine, avec sa charge émotionnelle et ses implications sociales, la touche profondément. Elle sait que ce moment, cette interview en direct, regardée par des millions de Français, pourrait changer la trajectoire de l'affaire. À côté d'Antoine, Sophie Lefebvre, impeccable dans son tailleur gris, est assise, prête à intervenir si les questions deviennent trop agressives. Dans le public, quelques visages familiers. Claire, nerveuse mais fière d'être là. Julien Morel, l'homme d'affaires qui a trouvé le courage de témoigner. Et Amadou Diallo, dont le carnet est déjà rempli de notes pour son prochain article. Ses alliés, réunis par le hasard d'un vol maudit, forment une constellation autour d'Antoine, une force qui le soutient face à l'épreuve. Camille commence, sa voix chaude mais précise. « Monsieur Dubois, merci d'être avec nous ce soir. Votre histoire a bouleversé la France. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez ressenti dans cet avion lorsque vous avez été arraché à votre siège sans raison ?» Un silence lourd s'installe. Antoine, les mains posées sur ses genoux, inspire profondément. Il revoit tout, le regard glacial d'Élodie, les mains des agents sur ses bras, le silence des passagers, cette lame invisible qui a tranché sa dignité. « J'ai senti une colère que je n'avais jamais connue, » commence-t-il, sa voix grave résonnant dans le studio. Pas seulement contre l'hôtesse, ni contre les agents, mais contre un système qui permet que cela arrive. J'ai servi mon pays pendant 15 ans. J'ai risqué ma vie pour la France.
et en quelques minutes, j'étais traité comme un criminel, comme si ma peau, mon existence, était une menace. Ces mots, simples mais chargés d'une vérité brute, frappent comme des coups. Dans le public, Claire essuie une larme. Julien baisse les yeux, repensant à son propre silence initial. Camille, elle, hoche la tête, encourageant Antoine à continuer. Mais ce n'est pas seulement mon histoire, poursuit-il, ses yeux fixant la caméra, comme s'il s'adressait à chaque foyer français. C'est celle de tous ceux qui sont jugés avant d'être entendus, qui sont humiliés pour ce qu'ils sont. Dans les banlieues, dans les trains, dans les magasins, ça arrive tous les jours, et ça doit cesser. Le studio explose en applaudissements, un grondement qui semble ébranler les murs. Sur les réseaux sociaux, les réactions affluent. Il parle pour nous tous, tweet une jeune femme de Saint-Denis. Honte à ceux qui laissent cela arriver, écrit un retraité de Nantes. La France, avec son amour des grands discours et sa soif de justice, s'embrase à nouveau. Mais Antoine, lui, reste concentré, conscient que chaque mot qu'il prononce est une arme dans cette guerre qu'il n'a pas choisie. Camille pose alors une question plus délicate. Certains disent que vous avez peut-être provoqué l'incident, que votre attitude a pu être perçue comme agressive. Que répondez-vous à ces critiques? La salle retient son souffle. Sophie se raidit, prête à intervenir. Mais Antoine, avec un calme presque surnaturel, répond. Ceux qui disent cela ne savent pas ce que c'est que de marcher dans mes chaussures. J'ai appris, depuis l'enfance, à être 2 fois plus poli, 2 fois plus patient, parce que je sais qu'on me jugera toujours plus durement. Ce jour-là, j'ai été respectueux. J'ai expliqué, j'ai coopéré. Mais pour certaines personnes, peu importe ce que vous faites, votre couleur de peau est déjà une provocation. Ces mots, d'une clarté dévastatrice, réduisent les accusations à néant. Camille, visiblement émue, change de sujet, demandant à Antoine ce qu'il attend de cette lutte. « Je veux que personne d'autre ne vive ce que j'ai vécu, » dit-il. « Je veux que les compagnies aériennes, la police, le système entier, apprennent à respecter chaque individu, pas seulement en parole, mais en acte. » Les applaudissements reprennent, plus forts encore, et Antoine, pour la première fois depuis des mois, sent une lueur d'espoir percer les nuages. Mais l'interview n'est qu'un chapitre dans une bataille bien plus vaste. Dehors, la France bouillonne. À Paris, une marche massive envahit les Champs-Élysées. Des milliers de personnes brandissant des pancartes où l'on lit « Justice pour Antoine » et « Égalité, pas de mots creux ». À Marseille, des pêcheurs du Vieux-Port hissent une banderole sur leur bateau. « Antoine, la mer est avec toi ». À Strasbourg, des étudiants organisent un sit-in devant l'université, chantant des chansons de résistance. Cette mobilisation, dans un pays où la rue a toujours été un théâtre de changement, est d'une ampleur rare. Les médias, galvanisés par l'interview d'Antoine, intensifient leur couverture. Amadou, dont l'article initial a allumé la mèche, publie une nouvelle enquête, révélant que la compagnie aérienne a étouffé pas moins de 12 plaintes similaires au cours des 5 dernières années. Ce scoop, relayé par Libération et Le Figaro, met la compagnie au pied du mur. Élodie Martin, toujours en congé administratif, devient une cible d'indignation, son nom associé à l'arrogance d'un système défaillant. Mais tout héros a ses ennemis, et Antoine ne fait pas exception. Dans les coulisses, la compagnie aérienne engage une firme de relations publiques pour limiter les dégâts. Une campagne insidieuse commence à émerger. Sur certains plateaux télévisés, des chroniqueurs conservateurs, comme un certain Philippe Garnier, insinuent qu'Antoine joue la carte de la victime pour gagner en notoriété. Pourquoi n'a-t-il pas simplement obéi? Demande Garnier, son sourire narquois exaspérant les téléspectateurs. Sur les réseaux, des comptes anonymes propagent des rumeurs, accusant Antoine d'avoir un passé trouble, des mensonges facilement démontés, mais qui sèment le doute chez certains. Ces attaques, bien que marginales, sont comme des aiguilles, piquant là où Antoine est le plus vulnérable. Une nuit, seul dans son appartement, il lit un commentaire particulièrement virulent. « Retourne d'où tu viens ». Les mots, bien que familiers, brûlent comme une vieille blessure. Il pense à sa fille, Aïssa, qui à 10 ans commence à comprendre les injustices du monde. « Papa, pourquoi les gens sont méchants avec toi ?»
lui a-t-elle demandé récemment, ses grands yeux pleins d'inquiétude. Pour elle, pour tous les enfants qui grandissent dans un monde fracturé, Antoine sait qu'il doit continuer. Sophie, de son côté, est une tornade. Dans son bureau encombré, elle coordonne une équipe d'avocats rassemblant des preuves irréfutables. Le témoignage de Madame Leclerc, celui de Julien et les images des caméras de sécurité de l'avion, obtenues après une bataille juridique acharnée, forment un dossier en béton. Mais Sophie sait que la victoire ne viendra pas seulement des tribunaux. Elle organise des réunions avec des associations, des syndicats, des militants, construisant une coalition qui transcende les clivages. Une rencontre décisive a lieu avec une organisation de défense des droits des minorités, dirigée par une femme charismatique, Nadia Benali. Nadia, d'origine algérienne, reconnaît en Antoine un frère d'armes. « Ta lutte est la nôtre », lui dit-elle lors d'un dîner dans un petit restaurant de Belleville. « Ensemble, nous pouvons changer les choses. » Cette alliance donne un nouveau souffle à la campagne, élargissant son impact. Claire, elle, devient une figure à part entière. Après des semaines d'hésitation, elle décide de sortir de l'anonymat, publiant un thread sur Twitter où elle raconte son rôle dans l'affaire. « J'ai filmé parce que je ne pouvais pas rester silencieuse », écrit-elle. « Mais depuis, j'ai reçu des menaces. La compagnie veut me faire taire. Je ne me tairai pas. » Ce courage, inattendu de la part d'une étudiante timide, inspire des milliers de personnes. Des artistes, touchés par son histoire, lancent une campagne de soutien, créant des affiches où l'on voit Claire, son téléphone à la main, sous le slogan « Filmer, c'est résister ». Mais ce choix a un prix. Claire reçoit des messages anonymes, des appels nocturnes, des tentatives d'intimidation. Une nuit, elle trouve un mot glissé sous sa porte. « Arrête, ou tu le regretteras ». Terrifiée, elle contacte Sophie, qui lui propose une protection juridique. « Tu es plus forte que tu ne le crois », lui dit l'avocate. Claire, tremblante mais déterminée, décide de continuer, portée par l'élan collectif. Amadou, quant à lui, creuse plus loin. Grâce à un lanceur d'alerte au sein de la compagnie aérienne, il obtient des courriels internes prouvant que les dirigeants étaient au courant des plaintes contre Élodie Martin, mais ont choisi de la protéger pour éviter un scandale. Ces documents, publiés dans une enquête explosive, scellent le sort de la compagnie. Le PDG, un homme discret nommé Bernard Fournier, est contraint de s'exprimer publiquement. Lors d'une conférence de presse maladroite, il présente des excuses tièdes, promettant une réforme interne. Mais ces mots sonnent creux, et la foule, rassemblée dehors, le hue sans retenue. « Démission !» crie-t-il, leur voix résonnant comme un écho des grandes révoltes françaises. Fournier, acculé, annonce le licenciement d'Élodie Martin, une décision qui, bien que tardive, est une victoire symbolique pour Antoine et ses soutiens. Mais la bataille judiciaire est loin d'être terminée. Sophie dépose une plainte contre la compagnie pour discrimination et abus de pouvoir, demandant non seulement une indemnisation pour Antoine, mais aussi des mesures concrètes, formation obligatoire contre les préjugés, transparence sur les plaintes, sanctions claires pour les employés fautifs. La compagnie, sentant le vent tourner, propose un règlement à l'amiable, une somme exorbitante en échange du silence. Lors d'une réunion tendue, Sophie présente l'offre à Antoine. « Ils pensent que l'argent peut effacer ce qu'ils t'ont fait », dit-elle, sa voix tremblante de colère. Antoine, fixant la mer par la fenêtre de son appartement, secoue la tête. « Ce n'est pas une question d'argent », répond-il. « C'est une question de respect. Pour moi, pour ma fille, pour tous ceux qui viendront après nous. » Sophie, fière de son client, rejette l'offre, préparant le terrain pour un procès qui promet d'être historique. Au milieu de cette tempête, un moment de grâce survient. Lors d'une manifestation à Lyon, Antoine rencontre une délégation de vétérans, des hommes et des femmes de tous horizons, qui lui remettent une médaille symbolique. « Pour ton courage, au-delà du champ de bataille. » Ému, Antoine prend la parole devant la foule. « Je ne suis pas un héros, » dit-il, sa voix brisée par l'émotion. « Je suis juste un homme qui veut que les choses changent. Mais ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quel système. » La foule, immense, scande son nom, un rugissement qui semble faire trembler le ciel. À cet instant,
Antoine sent qu'il n'est plus seul. Il pense à sa mère, restée au Cameroun, à son père, mort trop tôt, à Aïssa, qui un jour lira cette histoire. Il pense à la France, ce pays qu'il aime malgré ses failles, et à tous ceux qui, comme lui, rêvent d'une justice vraie. Le chapitre se clôt sur une scène puissante. Une nuit, Antoine, Sophie, Amadou, Claire et Julien se retrouvent dans un café marseillais, autour d'une table encombrée de verres, de pastis et de papier. Ils rient, partagent des souvenirs, mais leurs regards portent la gravité de leur mission. « On va gagner », dit Sophie, levant son verre. « Pas seulement pour toi, Antoine, mais pour tous ceux qui n'ont pas de voix. » Antoine hoche la tête, un sourire fatigué mais déterminé sur les lèvres. Dehors, la mer murmure, et les étoiles brillent comme des promesses. La lutte continue, mais Antoine sait qu'il n'est pas seul. La France, avec sa fougue et son cœur, est avec lui. Et ensemble, ils écriront un nouveau chapitre, un chapitre où la justice ne sera plus un rêve, mais une réalité, forgée dans le feu d'une révolte qui refuse de s'éteindre. L'histoire d'Antoine Dubois, cet ancien militaire français d'origine camerounaise, arraché de son siège d'avion pour une accusation absurde, résonne comme un cri dans le cœur de la France. Ce n'est pas seulement le récit d'une injustice isolée, mais un miroir tendu à une société qui, malgré ses idéaux d'égalité, lutte encore contre les ombres du préjugé et de l'abus de pouvoir. En France, où l'histoire est marquée par des révoltes pour la justice, des barricades de 1789 aux manifestations modernes, cette affaire touche une corde sensible. Elle nous oblige à regarder en face les failles de notre système, mais aussi à puiser dans cette douleur des leçons pour transformer nos vies et notre société. À travers l'expérience d'Antoine, nous pouvons tirer des enseignements profonds, des vérités qui, comme le vin français mûri avec soin, s'enrichissent avec le temps et nous guident vers un avenir plus juste. D'abord, l'histoire d'Antoine nous enseigne la résilience face à l'adversité. Lorsqu'il fut traîné hors de l'avion, humilié devant des dizaines de regards silencieux, Antoine aurait pu céder au désespoir. Mais il a choisi de se relever, de transformer sa colère en action. Cette force intérieure, forgée dans les épreuves de son passé militaire et dans les défis d'une société parfois hostile, est un modèle pour nous tous. En France, où la vie peut être un combat, que ce soit pour un étudiant luttant pour un diplôme, un travailleur précaire défendant ses droits, ou une mère célibataire jonglant avec les responsabilités, la résilience est une vertu essentielle. Appliquons cela à nos vies. Face à une injustice, qu'elle soit grande ou petite, nous devons puiser dans notre courage intérieur, refuser de plier et continuer à avancer avec dignité. Comme Antoine, nous pouvons transformer la douleur en carburant pour surmonter les obstacles. Ensuite, l'histoire d'Antoine met en lumière le pouvoir de la voix. En prenant la parole, d'abord dans une vidéo virale, puis sur un plateau télévisé, Antoine a donné un visage à des milliers d'injustices silencieuses. En France, pays de la liberté d'expression, où les cafés parisiens vibrent de débats et où les manifestations font partie de l'âme nationale, la voix est une arme puissante. Antoine nous rappelle que rester silencieux face à l'injustice, c'est la laisser prospérer. Dans nos vies, nous devons oser parler, que ce soit pour dénoncer un abus au travail, défendre un collègue discriminé ou partager une histoire sur les réseaux sociaux. Chaque mot compte, chaque cri peut faire trembler les murs d'un système défaillant. Prenons exemple sur Antoine. Écrivons, parlons, partageons. Une seule voix peut allumer une étincelle, et 1000 voix peuvent changer le monde. Un autre enseignement est l'importance de la communauté. Antoine n'a pas lutté seul. Claire, avec sa vidéo courageuse. Julien, avec son témoignage inattendu, Amadou, avec ses enquêtes percutantes, et Sophie, avec son acharnement juridique, ont formé un rempart autour de lui. En France, où la solidarité est une valeur chérie, des repas partagés en famille aux manifestations collectives, cette leçon résonne profondément. Nous ne sommes jamais aussi forts que lorsque nous nous unissons. Dans nos vies, cherchons nos alliés, des amis qui nous soutiennent, des collègues qui partagent nos combats, des associations qui amplifient nos voix. Que ce soit pour affronter un patron abusif ou pour défendre une cause plus large, la communauté c'est notre force. Comme Antoine, appuyons-nous sur ceux qui croient en nous, et ensemble,
nous serons imparables. Enfin, l'histoire d'Antoine nous apprend à défendre notre dignité à tout prix. Lorsqu'il a refusé l'offre financière de la compagnie aérienne, il a choisi l'honneur plutôt que le compromis. En France, où la fierté individuelle se mêle à l'idéal républicain, cette quête de respect est universelle. Combien de fois avons-nous vu des individus, dans les banlieues, les bureaux ou les écoles, être rabaissés pour leur origine, leur accent, leur apparence? La dignité d'Antoine, piétinée dans cet avion, est devenue son étendard. Dans nos vies, nous devons nous tenir droit, exiger le respect, refuser d'être traités comme inférieurs. Que ce soit face à un commentaire raciste, une injustice au travail ou une bureaucratie écrasante, souvenons-nous, notre dignité est inaliénable. Comme Antoine, battons-nous pour elle, car c'est ce qui nous définit. Si l'histoire d'Antoine Dubois a fait vibrer votre cœur, si sa lutte contre l'injustice vous a inspiré, alors agissez. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour que son message atteigne chaque coin de la France et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de cette révolution. Dans les commentaires, laissez un mot « Justice ». Racontez votre propre histoire, votre propre combat. Ensemble, faisons entendre nos voix, comme un cœur qui traverse les siècles, comme un peuple qui refuse de se taire. La lutte d'Antoine est la nôtre. Soyons la vague qui change tout.